Au printemps 1941, Adolf Hitler est convaincu que la guerre est déjà gagnée. À Berlin, les cartes symboliques sont déroulées sur de longues tables, couvertes de flèches rouges pointant vers l'Est. La France est tombée en 6 semaines. La Pologne a été écrasée en 1 mois. Les Balkans viennent d'être soumis. Dans l'esprit du Führer, l'Union soviétique n'est qu'un colosse vermoulu, maintenu debout par la peur et le mensonge. Il suffit, pense-t-il, de donner un coup sec pour que tout s'effondre. Cette certitude n'est pas improvisée. Elle s'est construite lentement, nourrie par l'idéologie, les succès militaires et une lecture profondément biaisée de l'ennemi. Depuis les années 1920, Hitler voit le bolchevisme comme une aberration historique. Dans Mein Kampf, il décrit l'État soviétique comme une structure artificielle, dirigée par des élites qu'il méprise. À ses yeux, l'armée rouge n'est pas une force moderne, mais une masse mal commandée, affaiblie par les purges de Staline et incapable de manœuvrer face à une armée allemande aguerrie. Les rapports qui arrivent à Berlin confortent cette vision. Les services de renseignement allemands sous-estiment gravement la capacité industrielle soviétique, le nombre réel de divisions mobilisables et la profondeur stratégique du territoire. Les purges de 1937 à 1938 ont décimé le corps des officiers soviétiques, et cet épisode est interprété comme une blessure mortelle, non comme une crise surmontée. La guerre d'hiver contre la Finlande, malmenée par l'URSS en 1939 à 1940, sert de preuve supplémentaire. Hitler en tire une conclusion simple. Si l'Allemagne frappe vite et fort, l'Union soviétique s'effondrera avant l'hiver. Autour de lui, peu osent contredire cette logique. Le général Franz Halder, chef d'état-major de l'armée de terre, partage l'idée d'une campagne courte. Beaucoup d'officiers supérieurs croient que quelques grandes batailles d'anéantissement suffiront, comme en Pologne et en France. Même ceux qui doutent se heurtent à l'autorité de Hitler, qui se présente comme le stratège visionnaire ayant défié les prudences de l'état-major et triomphé. L'expérience récente semble lui donner raison. Dans les semaines qui précèdent l'invasion, l'illusion de la simplicité règne. L'opération Barbarossa est conçue comme une gigantesque manœuvre de mouvement. 3 groupes d'armées doivent avancer simultanément. Au nord vers Leningrad, au centre vers Moscou, au sud vers l'Ukraine. L'objectif n'est pas seulement territorial. Il s'agit de détruire l'armée rouge à l'ouest d'une ligne imaginaire reliant Arkhangelsk à Astrakhan. Une fois ces forces détruites, pense Hitler, l'État soviétique cessera d'exister en tant que puissance militaire. Cette vision ignore volontairement des réalités pourtant connues. L'immensité du territoire soviétique, la faiblesse du réseau routier, l'écartement des voies ferrées, la capacité de l'URSS à déplacer ses usines vers l'Est sont des facteurs minimisés ou repoussés à plus tard. Hitler refuse de penser en termes de guerre longue. Il ne veut pas mobiliser pleinement l'économie allemande pour un conflit d'usure. Barbarossa doit être rapide, décisive, presque élégante dans son exécution. Le 22 juin 1940 et 1 à l'aube, cette certitude se transforme en action. Sans déclaration de guerre, plus de 3 millions de soldats allemands et alliés franchissent la frontière soviétique. L'artillerie ouvre le feu. Les avions de la Luftwaffe frappent les aérodromes soviétiques. En quelques heures, des centaines d'appareils sont détruits au sol. Pour les soldats allemands, le choc est immense. Le front s'étend à perte de vue. Les colonnes avancent à travers des villages pauvres, des forêts, des marécages. Beaucoup sont persuadés d'assister aux derniers mois de la guerre. Les premières semaines semblent donner raison à Hitler.
Les encerclements sont gigantesques. À Bialystok et Minsk, des centaines de milliers de soldats soviétiques sont pris au piège. Les prisonniers marchent par colonnes interminables sous le regard stupéfait des Allemands. Les rapports remontent à Berlin, triomphants. L'armée rouge semble incapable de coordonner ses défenses. Les ordres soviétiques sont confus, parfois contradictoires. Staline lui-même, paralysé par la surprise, tarde à réagir. Dans les états-majors allemands, l'euphorie s'installe. On parle déjà de la prise de Moscou avant l'automne. Hitler multiplie les discours où il présente la campagne comme une croisade idéologique. La guerre à l'Est n'est pas seulement militaire. Elle est raciale, existentielle. Cette radicalité renforce la conviction que l'ennemi ne mérite aucune considération stratégique. On ne combat pas un adversaire égal, mais un système voué à disparaître. Pourtant, dès cet été 1941, les graines de l'échec sont semées. Les distances parcourues dépassent toutes les prévisions. Les unités avancent plus vite que leur ravitaillement. Les routes poussiéreuses et poussiéreuses usent les véhicules. Les chevaux meurent par illusions par milliers. Les dépôts soviétiques capturés ne suffisent pas à nourrir une armée de cette taille. Mais ces signaux sont ignorés. Chaque victoire tactique est interprétée comme la preuve que la fin est proche. Hitler, enfermé dans son illusion, refuse d'admettre que la destruction de l'Union soviétique exige plus que des encerclements spectaculaires. Il confond la désorganisation initiale avec l'effondrement définitif. Il croit que Moscou est un symbole plus qu'un centre vital, que l'Ukraine est un butin plus important que la concentration des forces ennemies. Ces convictions influenceront bientôt ses décisions, avec des conséquences irréversibles. À la fin de l'été, alors que les cartes montrent des avancées impressionnantes, quelque chose a déjà changé. L'Union soviétique n'a pas disparu. Elle recule, plie, saigne, mais elle continue de se battre. Derrière les lignes, de nouvelles armées se forment. Les usines commencent à être démontées et déplacées vers l'Oural. La guerre que Hitler voulait courte et décisive commence lentement à se transformer. Sans encore le comprendre, l'Allemagne a franchi un seuil. Barbarossa a offert des victoires colossales, mais elle a aussi ouvert un front qui ne se refermera pas. Et tandis que l'été s'étire sur les plaines de l'Est, l'illusion de l'éclair commence, imperceptiblement, à se fissurer, laissant présager une campagne où chaque kilomètre gagné coûtera plus cher que le précédent. À l'été 1941, l'offensive allemande à l'Est semble irrésistible. Les cartes du haut commandement se couvrent de poches d'encerclement gigantesques, de lignes soviétiques brisées, de flèches toujours plus profondes vers l'intérieur du continent. Pour Hitler et une grande partie de l'état-major, Barbarossa est en train de réussir exactement comme prévu. L'armée rouge est non seulement battue, elle est détruite sur le champ de bataille. Mais cette accumulation de victoires commence à masquer une réalité plus inquiétante. Après les premiers encerclements de Bialystok et Minsk, l'avance allemande s'accélère encore. Les unités du groupe d'armées centre progressent vers Smolensk, convaincus qu'une nouvelle bataille décisive ouvrira la route de Moscou. En juillet, de nouvelles poches se referment. Des centaines de milliers de soldats soviétiques sont capturés. Les chiffres donnent le vertige. Des armées entières semblent disparaître. Dans les rapports adressés à Berlin, les généraux parlent de la fin imminente de la résistance organisée. Sur le terrain, cependant, la situation est plus complexe. Chaque encerclement exige du temps, des troupes, du carburant. Les divisions blindées, censées avancer sans relâche, sont souvent immobilisées pour réduire des poches immenses. Les combats y sont acharnés. Les soldats soviétiques encerclés, privés de ravitaillement, continuent de se battre
avec une détermination que beaucoup d'Allemands n'avaient pas anticipée. La destruction est réelle, mais elle n'est jamais totale. Des milliers d'hommes parviennent à s'échapper vers l'Est, désorganisés, mais vivants. À Smolensk, en juillet et août 1941, la Wehrmacht remporte une victoire tactique majeure. 3 armées soviétiques sont encerclées. La route de Moscou semble ouverte. Pourtant, pour la première fois, l'armée rouge mène des contre-attaques coordonnées. Elles sont coûteuses, souvent mal préparées, mais elles obligent les Allemands à se battre, à se défendre, à ralentir. Smolensk devient un avertissement. L'ennemi ne se contente plus de reculer. Il frappe. Dans les états-majors allemands, les divergences apparaissent. Le général Halder et plusieurs commandants de terrain estiment que l'effort principal doit rester concentré vers Moscou. Selon eux, la destruction des forces soviétiques centrales est la clé de la victoire. Hitler, au contraire, s'inquiète des flancs. Il redoute une contre-offensive soviétique depuis le sud et voit dans l'Ukraine un objectif économique majeur. Blé, charbon, industrie. Pour lui, la guerre ne se gagnera pas seulement par des batailles, mais par l'asphyxie matérielle de l'URSS. Cette divergence stratégique marque un tournant. Alors que les forces allemandes sont engagées dans des combats intenses autour de Smolensk, Hitler commence à détourner des unités blindées vers le nord et le sud. L'offensive perd en cohérence. Les distances augmentent encore. Les lignes de ravitaillement s'étirent dangereusement. Chaque décision est justifiée par une victoire immédiate, mais le plan d'ensemble se fragmente. Au sud, le groupe d'armées sud progresse à travers l'Ukraine. Les combats y sont tout aussi violents. Les encerclements se succèdent, culminant avec la gigantesque poche de Kiev à la fin de l'été. Près de 600 000 soldats soviétiques sont capturés. C'est l'un des plus grands désastres militaires de l'histoire. À Berlin, l'événement est célébré comme la preuve définitive de l'effondrement soviétique. Hitler parle d'un coup mortel porté à l'ennemi. Mais là encore, la victoire a un prix. Pour obtenir Kiev, les forces mobiles ont été détournées de l'axe central pendant des semaines cruciales. Le temps s'écoule. L'été avance. Chaque jour gagné par l'armée rouge est un jour utilisé pour reconstituer des forces, organiser des défenses, déplacer des industries. La destruction massive de troupes soviétiques ne se traduit pas par un effondrement politique ou stratégique. L'État soviétique continue de fonctionner, brutalement, mais efficacement. Sur le terrain, les soldats allemands commencent à ressentir la fatigue. Les marches sont interminables. Les combats se succèdent sans répit. Les pertes s'accumulent, plus élevées que prévu. Les divisions ne sont plus à pleine capacité. Les remplacements arrivent lentement. Les véhicules tombent en panne et sont abandonnés faute de pièces. Les chevaux, indispensables à la logistique, meurent d'épuisement ou de faim. La guerre éclair montre ses limites lorsqu'elle s'étire sur des milliers de kilomètres. La Luftwaffe, elle aussi, commence à s'user. Les avions opèrent depuis des bases de plus en plus éloignées. Les terrains improvisés sont boueux ou poussiéreux. Les pertes augmentent. La supériorité aérienne reste réelle, mais elle n'est plus écrasante partout. Tout là, l'armée rouge apprend, s'adapte, disperse ses forces, camoufle ses installations. Pendant ce temps, à Moscou, Staline a retrouvé l'initiative politique. Après les premiers jours de stupeur, il reprend le contrôle. Les ordres deviennent plus clairs, plus durs. La discipline est imposée sans pitié. Des unités entières sont sacrifiées pour gagner du temps. Derrière le front, la mobilisation est totale.
La population est appelée à défendre la patrie. La guerre prend un caractère existentiel qui renforce la résistance. À la fin de l'été 1940 et 1, les cartes montrent toujours des avancées spectaculaires. Mais les chiffres bruts masquent une vérité plus sombre. La Wehrmacht a détruit des armées entières, mais elle n'a pas détruit la capacité de l'Union soviétique à continuer la guerre. Chaque victoire agrandit le front, allonge les lignes, épuise les forces. L'Allemagne gagne du terrain, mais elle perd du temps. Sans le reconnaître encore, les dirigeants allemands sont prisonniers de leur propre succès. Les encerclements géants, censés être le cœur de la victoire, deviennent un piège stratégique. L'ennemi recule, mais il ne disparaît pas. Et tandis que l'été touche à sa fin, une question commence à se poser. D'abord à voix basse, puis avec inquiétude. Que se passera-t-il si l'Union soviétique ne s'effondre pas avant l'hiver? Et si ces victoires, aussi vastes soient-elles, n'ont fait que retarder une guerre bien plus longue que prévu? À l'automne 1941, la guerre à l'Est change de visage. Après des mois d'avancée presque continue, la machine allemande commence à ralentir, puis à s'enrayer. Ce n'est pas une défaite brutale, ni une bataille unique qui marque le tournant, mais une accumulation de contraintes invisibles qui transforment chaque kilomètre conquis en épreuve. L'illusion d'une campagne courte s'évanouit peu à peu, remplacée par une réalité que ni Hitler ni son état-major n'avaient réellement préparée. La première fissure est logistique. Les distances deviennent écrasantes. Les dépôts allemands se trouvent désormais à des centaines de kilomètres à l'arrière. Les routes soviétiques, souvent de simples pistes de terre, se dégradent rapidement sous le passage incessant des colonnes. En septembre, les pluies d'automne transforment ces voies en mer de boue. La Rasputitsa paralyse le mouvement. Les camions s'enlisent. Les canons doivent être tirés à la main. Les chars, symboles de la guerre éclair, avancent au pas ou restent immobilisés pendant des jours. La Wehrmacht n'a jamais été conçue pour une guerre aussi profonde. Une grande partie de sa logistique repose encore sur la traction animale. Les chevaux, épuisés par des semaines de marche et mal nourris, meurent en masse. Chaque perte réduit la capacité de ravitaillement, aggravant encore la pénurie. Le carburant arrive en quantité insuffisante. Les munitions sont rationnées. Les soldats, habitués à une supériorité matérielle relative, découvrent ce que signifie combattre à flux tendu. Face à cette avance ralentie, la résistance soviétique se durcit. L'armée rouge, saignée mais non détruite, s'adapte. Les nouvelles unités sont souvent composées de conscrits à peine formés, mais elles occupent le terrain, creusent des positions, tendent des embuscades. Les combats deviennent plus rapprochés, plus meurtriers. Les Allemands ne traversent plus des espaces vides. Ils affrontent un ennemi qui a appris à exploiter chaque forêt, chaque village, chaque rivière. Autour de Moscou, la tension monte. Pour Hitler, la capitale soviétique reste un objectif symbolique immense. À l'automne, l'opération Typhon est lancée pour s'en emparer. Sur le papier, le plan semble encore possible. De nouvelles poches d'encerclement se forment à Vyazma et à Briansk. Des centaines de milliers de soldats soviétiques sont capturés. À Berlin, on parle déjà de la chute imminente de Moscou. Mais sur le terrain, la réalité est plus sombre. Chaque victoire coûte désormais cher. Les divisions allemandes sont usées. Beaucoup ont perdu une part importante de leurs effectifs. Les remplacements sont insuffisants et souvent inexpérimentés. Les unités avancent sans manteau d'hiver, sans équipement adapté au froid qui s'annonce. Les services de prévision ont sous-estimé la durée de la campagne. Pour Hitler, la guerre devait être finie avant que le climat ne devienne un facteur décisif.
Cette erreur de jugement pèse désormais lourdement. La population soviétique joue aussi un rôle crucial. À mesure que les Allemands avancent, ils rencontrent une hostilité croissante. Les politiques d'occupation brutale, les exécutions, les réquisitions et la terreur systématique transforment la guerre en lutte de survie. Des partisans apparaissent derrière les lignes, attaquant les convois, sabotant les voies ferrées, transmettant des informations. La Wehrmacht doit détourner des troupes pour sécuriser l'arrière, affaiblissant encore le front. Dans les états-majors allemands, l'inquiétude s'installe. Les rapports évoquant la fatigue extrême des hommes, le matériel hors d'usage, l'impossibilité de maintenir le rythme. Pourtant, Hitler refuse toute idée de pause stratégique. Il exige que l'offensive continue. Pour lui, reculer ou même s'arrêter serait admettre l'échec de Barbarossa. Cette rigidité empêche toute adaptation en profondeur. À Moscou, en revanche, le temps devient un allié. Staline et le haut commandement soviétique comprennent que chaque semaine, gagner rapproche l'ennemi de ses limites. Les usines évacuées vers l'Est commencent à produire. Des divisions venues de Sibérie et de l'Extrême-Orient, libérées par la certitude que le Japon n'attaquera pas, sont redéployées vers la capitale. Ces troupes, mieux équipées pour l'hiver, renforcent une défense déjà déterminée. À la fin d'octobre, les avant-gardes allemandes aperçoivent parfois les clochers lointains de villages proches de Moscou. La victoire semble encore à portée de main. Mais l'élan est brisé. Les hommes sont épuisés, affamés, transis par le froid nocturne. Les armes s'enrayent. Les moteurs refusent de démarrer au matin. Chaque attaque demande un effort colossal pour un gain minime. L'ennemi le plus redoutable n'est plus seulement l'armée rouge. C'est le temps lui-même. Chaque jour qui passe rapproche l'hiver, approfondit les pénuries, renforce la défense soviétique. La guerre éclair s'est transformée en une lutte d'usure que l'Allemagne n'avait ni voulu ni planifiée. Les cartes continuent de montrer des avancées, mais elles ne disent rien du prix payé pour chaque ligne tracée. À l'automne 1941, Barbarossa n'est pas encore perdue, mais elle n'est plus gagnable selon les termes fixés par Hitler. La machine allemande avance toujours, mais sans l'assurance, sans la fluidité qui avait fait sa force. Derrière les succès apparents se cache une vérité de plus en plus évidente. L'Union soviétique a survécu au choc initial. Et tandis que les premières neiges commencent à tomber sur les plaines russes, une question lourde s'impose aux combattants des deux camps. Jusqu'où l'Allemagne peut-elle encore pousser cette guerre avant que le temps, enfin, ne se retourne définitivement contre elle? L'hiver 1940 et un sabbat sur le front de l'Est avec une brutalité que peu de soldats allemands avaient imaginée. En décembre, la température chute bien en dessous de zéro. La neige recouvre les routes déjà dégradées, fige la boue et transforme le paysage en un désert blanc et silencieux. Pour la Wehrmacht, cet hiver n'est pas seulement un obstacle climatique. Il est la révélation finale d'une erreur stratégique majeure. Barbarossa, conçue comme une guerre éclair, est devenue une épreuve de survie. Aux portes de Moscou, les forces allemandes sont à bout. Certaines unités ne sont plus qu'à quelques dizaines de kilomètres de la capitale. Les officiers peuvent s'en être parfois distinguer les lumières lointaines de la ville. Mais l'élan est brisé. Les hommes manquant de vêtements chauds, les manteaux d'hiver restés dans les entrepôts en Allemagne, n'arrivent pas à temps. Les fusils gèlent, les culasses se bloquent. Les moteurs doivent être allumés en permanence pour éviter de se figer, consommant un carburant déjà rare. Hitler refuse pourtant d'admettre la gravité de la situation. Il interdit tout repli stratégique, convaincu que la volonté peut compenser les limites matérielles. Cette décision
transforme des positions avancées en pièges mortels. Les soldats s'enterrent dans un sol gelé à la hâte, souffrent de gelures, combattent dans des conditions pour lesquelles ils ne sont ni équipés ni entraînés. La guerre n'est plus une question de manœuvre, mais de résistance physique et morale. Face à eux, l'armée rouge retrouve une capacité d'action que beaucoup croyaient perdue. Les troupes soviétiques, mieux adaptées au climat, reçoivent des renforts décisifs. Les divisions transférées de Sibérie arrivent fraîches, disciplinées, équipées de vêtements d'hiver. Elles ne sont pas invincibles, mais elles peuvent manœuvrer, contre-attaquer, exploiter la faiblesse ennemie. Pour la première fois depuis juin, l'initiative commence à changer de camp. Début décembre 1941, la contre-offensive soviétique est lancée autour de Moscou. Elle surprend les Allemands par son ampleur. Les attaques ne sont pas toujours parfaitement coordonnées, mais elles sont incessantes. Les lignes allemandes, étirées et fragilisées, cèdent par endroits. Des unités entières sont contraintes de reculer dans le chaos, abandonnant du matériel. La Wehrmacht, jusque-là habituée à avancer, doit l'apprendre à se retirer sous la pression. Ce recul, bien que limité géographiquement, a une portée immense. Il brise le mythe de l'invincibilité allemande. Pour les soldats soviétiques, c'est une preuve que l'ennemi peut être repoussé. Pour la population, c'est un symbole puissant. Moscou tient. L'État soviétique a survécu à l'assaut le plus violent de son histoire. La guerre n'est plus une question de mois, mais d'années. À Berlin, la réalité est plus difficile à accepter. Hitler interprète les revers comme des échecs individuels plutôt que comme la conséquence de ses choix stratégiques. Il limoge plusieurs généraux, concentre encore davantage le commandement entre ses mains et réaffirme sa volonté de ne jamais reculer. Cette centralisation du pouvoir militaire, loin de renforcer l'efficacité, réduit la capacité d'adaptation de l'armée allemande face à une situation en constante évolution. Sur le terrain, l'hiver impose une pause forcée. Les offensives allemandes sont impossibles. Les hommes se battent désormais pour tenir leur position. Les pertes dues au froid rivalisent avec celles causées par les combats. Les blessés sont évacués difficilement. Les communications sont aléatoires. Chaque jour est une lutte pour survivre jusqu'au lendemain. La Wehrmacht, qui devait détruire l'Union soviétique en quelques mois, se retrouve engagée dans une guerre d'usure pour laquelle elle n'est pas préparée. Dans le même temps, l'Union soviétique tire parti de ce répit. L'économie de guerre, déplacée vers l'Est, commence à produire à grande échelle. Les chars, les avions, les armes sortent des usines en nombre croissant. La mobilisation humaine est presque sans limite. Le pouvoir soviétique accepte des pertes effroyables, mais il sait désormais que le temps joue en sa faveur. Chaque hiver passé est un hiver de trop pour l'Allemagne. L'hiver 1940 marque ainsi un point de non-retour. Les victoires colossales de l'été, les armées détruites, les territoires conquis n'ont pas suffi. Elles ont même contribué à masquer l'essentiel. Barbarossa n'a pas échoué parce que l'Allemagne a perdu trop de batailles, mais parce qu'elle a gagné les mauvaises au mauvais moment, sans atteindre l'objectif décisif. La guerre éclair a ouvert un front gigantesque, sans refermer l'ennemi. Lorsque le printemps 1942 approche, la situation est claire pour ceux qui veulent en la voir. L'Allemagne est désormais engagée dans une guerre totale à l'Est, contre un adversaire qui a survécu au choc initial et qui s'est adapté. Les ressources, les hommes, le temps ne sont plus à l'avantage de Berlin. La victoire rapide, promise, n'a jamais existé. Barbarossa reste, dans les discours officiels, une campagne de succès spectaculaire.
Mais en réalité, elle a scellé le destin du Reich, en échouant à détruire l'Union soviétique en 1940 et l'Allemagne a perdu l'initiative stratégique de la guerre mondiale. L'hiver autour de Moscou n'est pas seulement un revers militaire. Il est le moment précis où la victoire apparente se transforme en défaite inévitable, lente et implacable, qui conduira, quelques années plus tard, à l'effondrement final du régime nazi.